Le Nagorno-Karabakh, le nom vous est peut-être étranger, c'est une région du Caucase, mais aussi un conflit qui dure depuis l'effondrement de l'Union soviétique il y a un quart de siècle. C'est une région sécessionniste qui oppose depuis lors l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui étaient toutes deux des républiques soviétiques. Pourquoi parler de ce conflit aujourd'hui? D'une part, parce qu'il n'est pas réglé, mais aussi parce qu'il a justement connu, au début d'avril, ses pires affrontements depuis le cessez-le-feu signé en 1994, faisant une cinquantaine de morts. Les canons se sont tus depuis ce moment, ou presque, mais la situation reste très, très tendue. Alors, on va essayer de comprendre, de décrypter ce conflit aujourd'hui avec deux spécialistes de l'ancien espace soviétique, Magdalena Dembinska, qui est professeure de sciences politiques et membre du Cerium. Bonjour. Bonjour. Et Hélène Thibault, postdoctorante au Cerium. Bonjour. Bonjour. Magdalena, le conflit a commencé avec une véritable guerre qui a fait 30 000 morts, plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Je pense qu'il faut remonter un peu plus dans le temps. En fait, les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabakh a débuté, ou en tout cas au moins lors de la Première Guerre mondiale, la chute de l'Empire russe et la formation de l'URSS. Ah oui. Okay. Suite à la chute de l'Empire russe, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont disputés le Haut-Karabakh qui était multiculturel, multinational. Et c'est Staline, avec la formation de l'URSS, qui a tranché finalement en octroyant le Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique de l'Azerbaïdjan. Depuis ce temps-là, c'est un élément de discorde entre les deux républiques soviétiques. Et suite à la chute de l'URSS, lorsque l'Arménie et l'Azerbaïdjan déclarent leur indépendance, le Haut-Karabakh déclare sécession de l'Azerbaïdjan. Et le conflit débute autour de cette dispute qui dure depuis plus d'un siècle, finalement. Oui. Et c'est une sécession, donc c'est pour devenir indépendant ou c'est de l'irrédentisme pour se rattacher à l'Arménie? Alors ça, au début, ce n'était pas clair. L'Arménie veut que le Haut-Karabakh soit rattaché à l'Arménie. Le Haut-Karabakh a déclaré sécession et l'indépendance de l'Azerbaïdjan, mais avec les visées de rejoindre l'Arménie. Mais la guerre, ce qui est important, je pense, à comprendre, c'est que le cessez-le-feu en 1994 ne donne pas lieu à un accord de paix. Donc ça, c'est déjà là. Et en fait, depuis, l'Arménie occupe ou contrôle tant le Haut-Karabakh que cette province azérie entre le Haut-Karabakh, qui est une enclave, et la frontière de l'Arménie. Donc il y a à peu près 15% du territoire de l'Azerbaïdjan qui est présentement sous contrôle arménien depuis 1994. Et qui est disputé avec des déplacements de population en masse, où les Azéris quittent... Et à l'inverse. Et avec tout le temps qui a passé depuis, les choses n'ont pas bougé, mais qu'est-ce qui a, début avril, justifié la reprise des hostilités? Qu'est-ce qui explique ça, Hélène Thibault? En fait, la reprise des hostilités, de ce qu'on comprend à ce moment-ci, est attribuable à l'Azerbaïdjan, en fait, une espèce d'offensive de l'Azerbaïdjan sur le territoire du Nagorno-Karabakh. Il y a eu une espèce de course aux armements depuis quelques années entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Sauf que l'Azerbaïdjan étant un pays où il y a beaucoup de pétrole, qui possède d'énormes ressources en pétrole, et nettement, des capacités militaires nettement supérieures à l'Arménie. En fait, le budget de l'Azerbaïdjan, le budget militaire de l'Azerbaïdjan est équivalent au budget total de l'Arménie. Ah oui, donc il y a vraiment un déséquilibre militaire. C'est ça. Il y a eu une espèce d'équilibre de la terreur, si on veut, pendant toutes ces années, mais il y a eu une espèce de déséquilibre, là, si on veut. Donc, c'est pas tout à fait clair, en fait, d'où vient l'ordre de lancer cette offensive. Oui. Il y en a certains qui pensent même que peut-être que le président n'est pas tout à fait derrière cette initiative-là. C'est peut-être l'initiative un peu du ministère de la Défense, du ministre de la Défense, en fait, parce que les hostilités ont été déclenchées au moment où le président n'était même pas dans le pays. En fait, les présidents arméniens et azéris étaient un sommet de sécurité à Washington. Oui. Donc, puis évidemment, la question du Nagorno-Karabakh, c'est une question extrêmement... qui soulève énormément les passions en Arménie et en Azerbaïdjan. C'est le problème numéro un des pays. C'est le problème politique le plus important, en fait,
Puis en Azerbaïdjan et en Arménie, on soutient, c'est ça, c'est une question qui soulève les passions. D'ailleurs, pour en avoir un indice pour les téléspectateurs, on peut aller voir le compte Twitter du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, où il s'adonne de temps à autre à des tirades très agressives, menaçantes à l'égard de l'Arménie. Donc, on peut en avoir un exemple là, publiquement là, sur les réseaux sociaux comme ça. Magdalena, le Nagorno-Karabakh rentre dans la catégorie des conflits gelés dans toute la région, dans l'ancien espace soviétique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les conflits gelés, c'est justement ces conflits où il y a eu une guerre sécessionniste, une guerre civile, qui termine avec un cessez-le-feu, mais il n'y a pas d'accord de paix. Donc, on est devant des années, ici, ça fait 20 ans, 22 ans, qu'on essaye de négocier, médiation, etc., pour résoudre la question du Haut-Karabakh, savoir où est-ce qu'il va, en Arménie, en Azerbaïdjan, comment on gère cette situation-là. Mais il n'y a aucun accord, aucun compromis trouvé. Donc, il est gelé sur le plan diplomatique. On n'a pas de solution diplomatique, d'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, tout comme en Géorgie, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie ou Transnistrie en Moldova. Maintenant, il est gelé au niveau diplomatique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dynamique, chaud sur le terrain. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire la différence, il faut faire attention à cette notion de gelé, parce qu'il y a toute une évolution, un changement de position au cours des années qui a lieu aussi. Oui. Justement, pourquoi est-ce qu'on est incapable de résoudre ce conflit-là qui, vous l'avez dit d'entrée de jeu, dure depuis 25 ans, sinon un siècle? Bien, en fait, c'est extrêmement difficile parce que, justement, on parlait, est-ce que le Nagorno-Karabakh, quel est son statut? Ce n'est pas un pays indépendant. Eux, ils ont déclaré leur indépendance, mais elle a été reconnue par personne, sauf... Non, même l'Arménie ne le reconnaît pas. Donc, il n'y a aucun pays à travers le monde qui reconnaît l'indépendance du Nagorno-Karabakh? Non. Et l'Azerbaïdjan ne veut pas discuter avec le Nagorno-Karabakh comme entité, comme partenaire des négociations. Veut dire discuter directement avec l'Arménie. L'Arménie dit non. En fait, l'État concerné, c'est le Nagorno-Karabakh. Donc, ça fait des négociations extrêmement difficiles. Parce que c'est une entité qui n'existe nulle part. Sur le plan légal, sur le plan diplomatique, c'est une entité qui n'existe pas. Qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Maintenant, c'est de facto une province de l'Arménie, finalement, parce qu'elle est tous les liens qui existent entre le Haut-Karabakh et l'Arménie sont extrêmement c'est direct, tant de point de vue économique que militaire, que même des personnalités. Le président et le ministre de la Défense arménien viennent de Haut-Karabakh et ils étaient des agents actifs dans la guerre, dans le conflit même, dans les années 90. Donc, il y a des liens très directs. Est-ce que c'est peuplé à majorité par des Arméniens? Présentement, le Haut-Karabakh est très homogène. De point de vue, c'est juste des Arméniens qui habitent là parce qu'il y a eu 750 000 de déplacés azéris, tant de Haut-Karabakh que des régions qui sont maintenant contrôlées par l'Arménie. Mais pourquoi l'intérêt du Haut-Karabakh, c'est pas juste l'Arménie puis l'Azerbaïdjan, mais pourquoi on devrait être intéressé à ce conflit-là? Je pense qu'il faut le mentionner. Deux raisons. Une, c'est que l'Arménie a un pacte militaire avec la Russie. Oui, il y a toute une dimension régionale internationale. Et l'Azerbaïdjan a un pacte militaire avec la Turquie. D'accord? L'Iran s'immisce dans la région aussi comme acteur dernièrement en se proposant comme un médiateur éventuel dans le conflit. Ce que la Russie ne veut pas vraiment, parce que la Russie, finalement, ce qu'elle veut, c'est d'écarter le plus possible l'Occident du Caucase du Sud, tout en gardant le contrôle sur le Caucase du Sud. Donc, il y a un autre acteur qui viendrait jouer dans ces plates-bandes. Ce n'est pas nécessairement bien vu, et l'Iran, d'ailleurs, a un conflit territorial avec l'Azerbaïdjan. Donc, ça aussi, ça ajouterait une autre dimension au conflit. Et deuxième chose qu'il faut, je pense, qu'on comprenne, c'est que c'est le Caucase du Sud, c'est la route de transit du pétrole et du gaz de la mer Caspienne vers la Turquie et vers l'Europe. Et les pipelines passent juste à côté du Nagorno-Karabakh. Il y a 2 pipelines qui passent à côté du Nagorno-Karabakh, donc c'est une situation assez explosive.
et qui mine les intérêts de l'Europe, qui veut diversifier son approvisionnement en énergie et réduire la dépendance de la Russie. Donc il y a tout ce jeu d'intérêts géopolitiques qui va au-delà du conflit qui est finalement local, mais il peut devenir très explosif et international, finalement. Et Hélène, sur la question justement de la résolution du conflit, tentative de résoudre le conflit, comment se positionne, quel rôle jouent ces puissances-là, ces grandes puissances-là, voisines ou pas très lointaines dans ces tentatives? Comme Magdalena l'a dit, c'est une région quand même hautement stratégique, donc ça complique un peu les choses. Évidemment, le conflit est local, puis il concerne les populations locales, mais évidemment, la Russie a un rôle extrêmement important à jouer, sauf qu'encore une fois, comme la Russie a des bonnes relations autant avec l'Arménie qu'avec l'Azerbaïdjan, il faut le mentionner, vend des armes aux deux parties, d'ailleurs, mais davantage à l'Azerbaïdjan. Oui, de toute évidence. Oui, mais en fait, c'est ça, la Russie a intérêt peut-être à stabiliser la région, à affirmer son rôle. Mais en même temps, étant donné que c'est pour ces deux pays un enjeu extrêmement important, ça ne veut pas dire qu'ils vont écouter la Russie, si on veut. La Russie peut faire pression diplomatique, peut-être pression économique, davantage sur l'Arménie, qui a une économie plus faible, dépendante davantage de la Russie. Mais même si les États-Unis, par exemple, ou la Russie voudraient faire pression, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, tellement c'est politisé, cette question-là. Oui. Puis ils sont sur des positions irréconciliables finalement, parce que lorsqu'on propose des solutions, c'est le groupe de Minsk, mettons, met sur la table des propositions différentes, compromis qu'on pourrait avoir, on n'y s'entend pas. Est-ce que c'est le même groupe de Minsk que celui qui gère la question en Ukraine? C'est les États-Unis, la France et la Russie. Donc la Russie, en fait, a trois chapeaux. La Russie est médiateur au sein du groupe de Minsk. Elle vend les armes aux deux parties. Et elle a un pacte militaire avec l'Arménie. Donc, mais c'est paradoxal, mais ce n'est pas si incohérent. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je pense qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais les positions sont irréconciliables. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas sur... D'accord, donc maintenant, l'Azerbaïdjan veut des territoires, veut récupérer ces territoires. C'est 15%. Mais le retrait des troupes arméniennes affaiblit le rôle de l'Arménie dans sa position de négociation, mais aussi pour éventuellement défendre le Haut-Karabakh. Donc, elle ne veut pas se retirer. Donc, la question de retrait des troupes arméniennes du territoire azéri est totalement controversée. Notre proposition, parfait, Haut-Karabakh, vous vous retirez et dans le futur, la décision sur le statut du Haut-Karabakh va être décidée par un référendum. Oui, mais référendum, qui va participer au référendum si c'est homogène du point de vue de l'ethnicité arménienne, mais pour les Azéris, il faudrait d'abord que tous ceux qui se sont déplacés, les Azéris, retournent au Haut-Karabakh et droit... Et donc, c'est mésentente totale. Si je peux ajouter, en fait, l'Azerbaïdjan n'a pas énormément d'intérêt à sécuriser tellement la région, puisqu'il n'y a plus d'Azéris sur le territoire du Haut-Karabakh. Donc, ça complique aussi la situation. Et là, il nous reste à peu près 1 minute. Et là, je voudrais revenir quand même. La question boule de cristal, Magdalena, vous avez dit c'est une région où il y a beaucoup de grands joueurs qui ont un rôle très important. C'est tendu. Ce conflit-là, il faut s'y attarder, mais est-ce que c'est très dangereux, très, très volatile? On a évoqué, entre autres, le lien entre la Russie et la Turquie, qui ont déjà des relations un peu tendues. Est-ce qu'ils pourraient rentrer en conflit autour de ça? On va loin, là, mais... Donc, juste pour mentionner, on a participé à une conférence cette fin de semaine sur l'espace post-soviétique et les conflits là-bas. Et tout le monde les experts sont très pessimistes quant à la résolution de conflits. Et le cessez-le-feu est très fragile pour des questions que Hélène avait mentionnées. Les Azéris ont une foi profonde qu'ils sont capables de récupérer les territoires par la force. Et donc, il y a cette dynamique-là avec le fait que l'Azerbaïdjan est en crise économique et que la famille du président Aliyev est impliquée dans le Panama Papers. Tout ça fait en sorte que, c'est un terrain encore très volatile. Très volatile. Et donc, qu'il faut surveiller. Il faut surveiller, oui. Et c'est ce qu'on fera. Hélène Thibault, Magdalena Dembicka, merci beaucoup. Hélène Thibault, je souligne, puisqu'on parle de la région eurasienne, vous venez d'obtenir un poste à l'Université Nazarbayev, l'Université d'Astana, en Kazakhstan. Félicitations. Merci. Et bonne chance. Merci. Merci beaucoup à vous deux.